Et l'invité ce matin, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Patrick Roger. La France qui se lève tôt et qui bosse, la visite d'Emmanuel Macron ce matin donc à Rungis. Est-ce qu'il y a une vraie menace de paralysie des transports à partir du 7 mars? Le permis à points et toutes les interrogations du moment, ce sont quelques-unes des questions que nous allons évoquer. Commençons donc par le président, de retour sur le terrain, Rungis ce matin, après quelques semaines de discrétion à l'échelle nationale en tout cas. Quelle est la signification de cette visite ? Ce que vous avez dit, je pense tout simplement, le président a en effet été très occupé, c'est son rôle, par un agenda international. On est aussi la semaine où nous commémorons, si je puis le dire ainsi, les 1 an du conflit ukrainien. Tout ça a suscité de l'engagement. Et puis bien sûr, sur le front national, le président est présent, c'est normal. Quand il n'est pas sur le terrain, on dit où est-il, et puis quand il y est, on s'en étonne. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en étonner. Il y est pourquoi? Pour essayer d'expliquer pourquoi il y a cette réforme des retraites Pas seulement, oui, ça fait partie évidemment des débats de la société, des débats parlementaires, des débats politiques du moment, des réformes qu'il a portées. C'est dans son programme présidentiel, c'est ce que la majorité qui l'a soutenu et qui s'est présenté aux législatives. Je fais partie des candidats qui avaient inscrit sur leur tract de campagne la réforme des retraites, donc on l'assume avec lui. Et puis je pense que c'est plus large que ça. On voit bien que cette question des retraites, y compris les débats, y compris les oppositions, se font beaucoup autour de la question du rapport au travail, des conditions de travail, de ce qu'on appelle parfois la pénibilité, l'usure, mais aussi de la réorganisation du travail après le Covid, de ceux qui se lèvent tôt ou moins tôt, mais qui bossent dur. Pourquoi? Parce qu'il y a une inquiétude de la part du gouvernement et aujourd'hui même d'Emmanuel Macron sur la France qui pourrait moins travailler peut-être. Non, moi, c'est ça, non? Moi, je crois pas. Le fameux droit à la paresse qui a été évoqué par Sandrine Rousseau. Je ne crois pas qu'il y ait une revendication au droit à la paresse, mais il y a beaucoup de Français, quels que soient leurs horaires, qui travaillent dur. Oui. Qui, j'espère, pour beaucoup d'ailleurs, quand on les interroge à titre personnel, le disent, s'épanouissent malgré tout dans leur travail, même quand il y a à certains moments des difficultés de pouvoir d'achat, mais aussi beaucoup qui galèrent. Et je pense que c'est aussi le rôle du gouvernement, du président, non seulement de les soutenir, il y a toujours un aspect symbolique, mais aussi de réfléchir. Il y aura après la loi sur les retraites une loi sur l'emploi, aux meilleures conditions, à ce qu'on appelle le partage de la valeur. Le parti Renaissance, j'y étais hier, a fait un grand travail de fond sur savoir comment on pourrait mieux partager les fruits de la richesse produite, de la croissance. Quand on en produit, dans certains secteurs. Quoi. Mais il faut assumer qu'il faut d'abord produire. Oui. Pour répartir, mais on doit se poser ces deux questions en même temps. Et je pense que, moi je le vois, je vais à la rencontre toutes les semaines à l'improviste d'agents de la RATP et de la SNCF. Oui. Et très honnêtement, le sujet des retraites vient souvent dans le débat, mais assez tard. D'abord, c'est la question du service public, les conditions de travail, du déroulement des carrières, des reconversions professionnelles, du travail des femmes. C'est tout ça qui vient. Et la visite du président ne résume pas tout ça, mais elle est aussi liée à ce rapport des Français au travail qu'il faut soutenir, parce que parfois c'est dur, et il faut réfléchir et peut-être après légiférer, encourager le dialogue social. Moi, je le fais dans les grandes entreprises publiques, RATP, SNCF, pour améliorer les carrières, la vie au travail. Oui, Clément Beaune, alors justement, vous avez parlé de galère, en fait, à l'instant. Est-ce qu'on va vers des journées de galère début mars, à partir du 7 mars, où les syndicats disent qu'ils vont se mobiliser, ils promettent des grèves reconductibles? Comment vous pouvez y faire face au niveau des transports? Puisque vous avez évoqué, il y a quelques jours, des changements éventuels. Sauf que les changements, vous ne pouvez pas les effectuer pour le mois de mars, quoi. Il y a deux choses, vous avez raison, quand j'ai parlé des changements, vous faites référence sans doute à la question du droit de grève. Oui. Je veux être d'ailleurs précis sur ce terme, moi je l'assume, je ne pense pas du tout qu'il faille changer le droit de grève lui-même. Ce que je pense, c'est que dans les grandes entreprises publiques, dans les grands services publics, notamment les transports, on peut faire mieux pour l'usager, parce que c'est quand même ça un service public, c'est le service au public. On peut faire mieux pour l'usager, on peut être d'abord, quand il y a grève, malheureusement ça arrive, et pour répondre à votre question, ça arrivera certainement le 7 mars, il faut l'anticiper, il faut avoir le moins de pénalisation possible pour les gens, avec d'abord le plus de bus et de métro qui circulent possible, c'est ce qu'on essaye de faire, et puis quand il y a des galères, les dire à l'avance pour que les gens qui le peuvent puissent s'organiser, télétravailler, reporter éventuellement un déplacement à chaque fois qu'ils le peuvent. Ça, c'est ce que je demande aux entreprises publiques, au-delà du 7 mars. C'est en interne, de mieux s'organiser pour informer, prévoir et limiter les difficultés. Est-ce que vous pouvez revoir des règles ou réfléchir à un encadrement d'ici le 7 mars? Je vais être très honnête, d'ici le 7 mars, non. Oui. Il y a plusieurs choses. Encore une fois, j'ai demandé dès
le mois de décembre, aux entreprises publiques, et RATP, SNCF le font déjà, de s'organiser mieux pour que, heureusement d'ailleurs c'est le cas, quand il y a un pourcentage de grévistes, il n'y a pas le même pourcentage d'annulation de bus, de métro ou de train, parce qu'il y a des gens volontaires qui travaillent et qui aident à assurer le service public. Et je pense qu'on peut encore faire mieux à la RATP, à la SNCF. Et puis après la réforme des retraites, il faut que les choses se fassent aussi par le dialogue social. On pourra réfléchir à la question des délais de prévenance, des délais d'information. Aujourd'hui, c'est 48 heures, on peut ouvrir ces débats, mais ça se fera après, et il faut le faire par le dialogue social, j'insiste beaucoup là-dessus, pas par faiblesse ou par laxisme, mais parce que c'est comme ça que vous évitez les crises. Le 7 mars, je vais être très clair, ce sera dur. Ce sera dur. Ce sera dur. Plusieurs journées, sans doute. Je ne sais pas, et je ne m'y résous pas. Nous avons une discussion. Il y a des syndicats qui ont parlé de grève reconductible, il y a des entreprises où ça a été évoqué, d'autres non. Et donc, sans tout dire aujourd'hui, parce qu'il y a encore une discussion, on va essayer d'éviter que ça soit dur et long. Où est-ce que vous pouvez anticiper quand même, vous, au ministère des Transports? Est-ce que c'est avec ces transports en commun, que ce soit la SNCF, les bus, etc. Et puis du côté aussi des raffineries, parce qu'on sait qu'il y a une menace sur les raffineries. Alors, c'est avec la ministre de l'Énergie que ce sujet est abordé. Vous avez raison, il y a des secteurs dont on ne parle pas. On a beaucoup parlé, parce que ça concerne la vie des Français, évidemment, de la RATP et de la SNCF. Mais je m'en félicite pour l'instant. Il y a un climat social qui a permis que, par exemple, dans le transport routier, on n'ait pas de grosses difficultés aujourd'hui. Qui a permis que dans nos ports, même s'il y a des mouvements que je respecte et qui sont durs, on n'est pas allé dans des situations de blocage qui auraient pénalisé, tout l'approvisionnement du pays. Que dans le secteur de l'aérien, il y a eu des problèmes avec le contrôle aérien parfois, mais globalement, il y a eu aussi beaucoup de responsabilités. Donc je ne dis pas que les choses vont partout bien, mais moi je m'efforce, secteur par secteur, dans le domaine des transports, de faire en sorte que les difficultés soient les moins grandes possibles, tout en respectant la mobilisation sociale et le droit de grève. Mais là, il y a des risques de difficultés tout de même, pour l'ensemble en fait, du secteur et de l'approvisionnement. Non, attendez, deux choses différentes. Pour les transports, je vais être très honnête et très transparent. Les syndicats ont dit qu'ils voulaient faire du 7 mars une journée de forte mobilisation. Il y a eu déjà des journées, les gens l'ont vécu, parfois difficilement, de mobilisation ces dernières semaines. On a vu que ça avait un impact sur les transports. Donc je vous le dis très franchement, il y aura forcément un impact important. Ne prenez pas de billets, quoi. Si on peut, alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde, parce qu'il y a des contraintes parfois, mais si on peut décaler, si on peut reporter, c'est évidemment mieux, ou télétravailler, de le faire ainsi le 7 mars. Et pour la suite, on va faire en sorte, par le dialogue social, par, j'espère, le plus grand apaisement, que ça soit le moins long possible et le moins difficile possible. Il y a des discussions qui sont encore en cours, et puis il y a des entreprises publiques notamment, où il n'y a pas que la question des retraites qui est posée. Je prends la RATP par exemple. Il y a eu des accords sociaux, même au moment du débat sur les retraites, qui ont permis aussi de mieux valoriser le travail des agents de la RATP et d'apaiser un peu le climat social. Et sur raffinerie et transport en général alors? Là aussi, vous avez des inquiétudes? Pour être très clair, je ne suis pas directement en charge de ce dossier, c'est ma collègue la ministre de l'Énergie. Il y a eu parfois des problèmes ces dernières semaines, mais il n'y a pas eu de blocage. J'espère bien qu'il en sera ainsi encore pour les jours qui viennent. Dites-moi, il y a un grand plan de recrutement qui a été lancé à la RATP, là, 6600 postes. Est-ce que ce n'est pas un peu tardif? Est-ce qu'on sera prêt, notamment pour les Jeux Olympiques? Alors oui. Et surtout, je vais vous dire, les Jeux Olympiques, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la vie quotidienne de ceux qui prennent le métro, peut-être qui nous écoutent, ou le bus, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, tous les jours pour aller au boulot. C'est ça la galère qu'il faut traiter aujourd'hui. Je vais être très précis, il n'y a pas eu de plan lancé cette semaine. Les chiffres qui ont été donnés par la RATP, ce sont des chiffres impressionnants. Je vais donner un ordre de grandeur, c'est 2 fois l'année de recrutement qu'on faisait avant le Covid. Ce qu'on fait, un peu plus de 6000 recrutements, c'est 2 fois, même un peu plus de 2 fois, ce qu'on faisait avant le Covid. Ça a été lancé dès l'été 2022. Moi, quand je suis arrivé, j'ai insisté là-dessus. Et j'ai pris l'engagement, avant Noël, qu'on rétablirait la situation du trafic sur le métro et le bus en Ile-de-France au printemps. Et pour le métro, je pense que certains le voient déjà, même si ça reste parfois difficile, c'est en train de s'améliorer progressivement. Et en avril, on pourra avoir rétabli dans le métro parisien une situation normale, notamment grâce à ces recrutements. Et je le dis, c'est inédit. On forme littéralement les gens, parce qu'il faut former les gens avant qu'ils conduisent un bus, un métro, évidemment, jour et nuit, en ce moment, à la RATP, au service des franciliens. Est-ce qu'il y a un problème quand même de coordination entre les différents acteurs de ce transport, que la région, la RATP, l'État? Écoutez, il y a un système qui est objectivement compliqué. Je pense que les gens se fichent de savoir qui fait quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, moi je le reconnais volontiers, on a eu des discussions qui ont été compliquées avec la région Île-de-France. Et
Moi, j'ai toujours essayé de faire preuve, parce qu'à la fin, c'est l'usager qui compte, de responsabilité. Quand l'État fait un chèque, là aussi historique, de 200 millions d'euros à la région Île-de-France pour que les transports publics fonctionnent mieux, c'est ça aussi qui a permis l'accord social à la RATP. Ouais. C'est ça aussi qui permet les recrutements qui sont en cours. C'est notre responsabilité de faire en sorte que, là où on manquait de personnel, parce que ce sont des métiers en tension, on recrute mieux, on recrute plus vite, on recrute et ce problème de coordination, quand même, il y a 2 députés qui sont chargés d'une mission d'information sur les JO, tirent la sonnette d'alarme. Ils disent que c'est très inquiétant et qu'on ne sera pas prêt. Non, alors, je veux pas qu'on se... D'abord, le but, c'est pas d'être prêt. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais le but, c'est pas d'être prêt pour les JO. Non, bien sûr. Mais quand même. Mais c'est important, c'est d'être prêt avant les JO. Oui. Bon. Et puis pour les Jeux Olympiques, et c'est là encore au bénéfice non seulement de ceux qui viennent pour les Jeux en France, mais des Franciliens et des Français d'abord, c'est qu'il y aura des lignes de métro, des lignes de RER supplémentaires en Ile-de-France. La ligne 14, par exemple, qui est prolongée, la ligne de RER Éole qui est prolongée. Tout ça, je m'y suis engagé. On va les ouvrir au printemps 2024. Il faut qu'il y ait des gens pour conduire ces métros et ces trains ou pour faire fonctionner ces stations. On recrute pour ça aussi et ça va améliorer... Ouais. Après une période objectivement, et je le sais réellement, très difficile, ça va améliorer la vie quotidienne de ceux qui vivent en Île-de-France ou des Français qui viennent parfois pour la famille, pour le boulot, ici à Paris, en Île-de-France. Et donc, oui, on est en train de se mettre en ordre de marche pour que ces infrastructures de transport soient prêtes, marchent mieux, et qu'il y ait des personnes pour conduire les bus, les métros à Paris, en Île-de-France et partout en France, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'agglomérations où il y a des difficultés de recrutement ces derniers mois, dans les bus en particulier. Clément Beaune, vous êtes ministre en charge des transports. On a beaucoup entendu Gérald Darmanin sur l'affaire Palmade avec des annonces d'ores et déjà. Vous, quelle est votre position et où vous pouvez intervenir dans ce débat en tant que ministre des Transports? Oui, bien sûr. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est aussi en charge de la sécurité routière avec moi, a indiqué qu'il voulait durcir un certain nombre, d'abord de contrôles pour appliquer mieux la loi actuelle, et puis peut-être de durcir encore les règles actuelles pour ceux qui prennent de la drogue ou de l'alcool au volant. Je crois qu'il a raison. On a besoin d'être très ferme, très clair en matière de sécurité routière. Ouais. Et puis Gérald Darmanin a aussi indiqué, je crois, qu'il voulait réfléchir à ce qu'on ne retire pas des 1 point, comme c'est le cas aujourd'hui, on fait un tout petit excès de vitesse pour différencier les choses. Ouais. Durcir très fortement pour ceux qui commettent des actes très graves, très dangereux, qui mettent en danger, on l'a vu malheureusement par ce fait divers dramatique, la vie des autres, la vie parfois d'enfants. Et en même temps, d'essayer d'être plus progressif, plus adapté à la situation du quotidien. Je veux quand même donner un message en tant que ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a un droit au dépassement de vitesse. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un droit à ne pas respecter la limitation de vitesse qui reste la même. Il s'agit de dire qu'on adapte simplement la sanction au mieux. Mais quand vous faites un petit excès de vitesse, vous avez quand même une sanction. 5 km/h, quoi. Oui, non, mais même les 5 km/h qu'évoque le ministre de l'Intérieur, il y a quand même une sanction. C'est important de le rappeler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on relève de 5 km/h la vitesse autorisée. Donc je le dis aussi parce que c'est un comportement citoyen de chacun. Quand est-ce que ça va rentrer ? On a eu des chiffres en 2022 de sécurité routière qui étaient moins bons qu'en 2021. Alors c'est aussi parce qu'après le Covid, on a plus bougé, si je puis dire. Donc voilà, ça explique peut-être une partie des choses. Mais avec Gérald Darmanin et tout le gouvernement, on est très engagés pour la sécurité routière parce qu'il n'est pas acceptable que, quels que soient les comportements de chacun, on meurt encore pour plus de 3000 personnes chaque année sur les routes de France. Quand est-ce que ça pourrait rentrer en application, ça ? Le ministre de l'Intérieur a fait cette proposition, il faut en discuter, il y a des mesures parfois réglementaires ou législatives, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois au maximum. Et est-ce qu'il faut revoir aussi le permis à vie ? Avec des contrôles médicaux, des visites médicales par exemple, des tests d'aptitude. Écoutez, c'est un vieux débat, moi je vais être très honnête, je ne veux pas qu'on stigmatise les personnes âgées notamment, parce qu'il y en a beaucoup, notamment en zone rurale, je le vois dans ma famille, qui ont besoin du véhicule. Qu'on ait des systèmes de vérification simples, pas trop fréquents pour pas être non plus dans une sorte d'intrusion dans la vie des gens ou de soupçon sur les personnes par exemple âgées. Je peux y réfléchir, ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit avec la sécurité routière, mais je ne suis pas favorable à ce qu'on ait une sorte de péremption sur le permis de conduire. Donc pas de décision, pas d'annonce immédiate, quoi, en tout cas sur ce sujet. Non, mais vous savez, après, il y a des sujets sur lesquels on travaille pour la vie quotidienne. On sait qu'il y a beaucoup plus d'accidentologie sur le vélo, sur les trottinettes, c'est des sujets aussi sur lesquels... Alors justement, les campagnes de communication, les campagnes de prévention, quels seront les prochains axes des campagnes de prévention ? Parce qu'on dit qu'il faut peut-être les renforcer. Oui, il faut régulièrement d'abord les renouveler, les renforcer. Ça, c'est le rôle de la sécurité routière, qu'elle fait très bien. Il y a un axe qui est très important, je l'ai indiqué la semaine dernière avec des innovateurs, ça peut paraître plus anecdotique, c'est essentiel,
c'est qu'on est capable aujourd'hui, et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports le finance, de soutenir des entreprises qui améliorent des petites choses sur le marquage au sol, sur les barrières sur la route, pour qu'on ait aussi au service de la sécurité routière des équipements qui soient en meilleur état. Et j'ai demandé par exemple aussi aux sociétés d'autoroutes de prendre des mesures, parce qu'elles ont des marges de manœuvre pour investir, de renforcement de la sécurité de nos autoroutes en France par de meilleures infrastructures, de meilleurs équipements. Et une campagne de prévention sur la drogue ? Alors il y en a régulièrement, mais il faudra sans doute au cours de l'année 2023 en effet renouveler cet exercice. Vous allez renforcer ces campagnes. On va en refaire, comme on en fait régulièrement, sur tous les sujets de sécurité routière. Bon, dites-moi d'un dernier mot sur les batteries électriques. Je sais que vous avez visité une usine hier dans le Pas-de-Calais. On va être prêt aussi sur les batteries et les bornes en même temps. Oui, alors je vous indique très clairement, je vous l'annonce, qu'on a fixé un objectif de 100 000 bornes sur l'espace public en France. On l'atteindra au premier semestre 2023. Et je peux vous dire que même avant ça, sans doute au début du printemps, probablement au mois d'avril, toutes les aires d'autoroute de France, les aires d'autoroute, seront équipées de bornes de recharge, en général d'ailleurs des bornes de recharge très haute puissance. C'est un investissement très important que j'ai demandé aux sociétés d'autoroute de faire aussi. 100 000 bornes, on est sûr d'y arriver, d'y parvenir, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on dit qu'on doit y parvenir. On est à près de 90 000, et ça s'accélère, puisque c'est à peu près 3 000 bornes par mois qui sont installées aujourd'hui en France. On est sur le podium européen en nombre de bornes sur l'espace public, et je pense qu'on va être les champions européens au cours de la décennie. Le président de la République a fixé un objectif de 400 000 bornes sur l'espace public d'ici 2030, on est en route. Encore faudra-t-il avoir de l'électricité. Et on produit aussi, bien sûr, mais les raccordements se font de mieux en mieux. Et puis, bien sûr, vous avez raison, il faut produire plus d'électricité en France. Merci Clément Beaune, ministre en charge des Transports, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.